Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à l'attribution marketing. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Yann Gilquin et je me présente, je suis Marc Mironneau, je suis directeur au sein de la business unit Data et Digital d'Axis Consultant et j'interviens ce jour au titre d'expert en fait de marketing digital et notamment sur les aspects et les problématiques liées au data driven, au pilotage par les données. Donc, je suis familier des problématiques de data vise et d'attribution notamment, et c'est la raison pour laquelle j'interviens sur ce webinaire. Je vais te présenter, Yann. Ouais. Bonjour à tous, donc Yann Gilquin. Moi, je suis CEO donc, de Smart Traffic et je suis en charge donc, de tout le produit Ocube by Smart Traffic. Donc, Ocube étant un produit développé par Smart Traffic. Et plus spécifiquement, donc, je m'occupe vraiment de toute la partie innovation, de toute la partie produit, des échanges avec les équipes techniques. Et donc, je serai vraiment ici pour vous partager finalement tout ce qu'il y a un peu sous le capot de la solution Ocube, de tout ce que ça peut vous apporter et aussi potentiellement de son fonctionnement au quotidien avec nos clients. Alors justement, donc qui sommes-nous très rapidement sur Ocube by Smart Traffic. Donc au départ, nous, la société s'appelle Smart Traffic. On s'est créé en 2012 sur un positionnement où notre objectif était de créer du trafic dans les magasins, donc d'utiliser finalement tout le trafic organique, tout le trafic interne des retailers, des annonceurs, pour générer du trafic en point de vente. Vous connaissez sûrement les mécaniques de click and collect, de prise de rendez-vous. Donc, c'est vraiment des choses qu'on a développées au quotidien. Et c'est là où on a vraiment pris nos premières expertises dans le monde de l'omnicanal, donc l'utilisation du digital pour générer du trafic physique. En 2017, on a fait une levée de fonds justement pour développer cette solution Ocube by Smart Traffic en version bêta en 2018. On fait du privacy un sujet qui est vraiment très très important au sein de Smart Traffic. On traite quand même énormément de données personnelles, on le verra par la suite, notamment au sein de ce qu'on appelle le Graph ID. Et donc on a passé une certification AFNOR en 2017. Ce n'est pas une certification RGPD, c'est plutôt une certification sur le fait que le Smart Traffic et Ocube suivent les bonnes pratiques et mettent en place les bonnes stratégies pour protéger la vie privée des utilisateurs de la solution, mais également des consommateurs qui sont mesurés au sein de Ocube. En 2020, donc, on lance officiellement la plateforme Ocube. Ocube est donc une plateforme de mesure omnicanal, donc de mesure des investissements médias sur la génération de trafic en point de vente, également en ligne, la génération d'achats en ligne et en magasin. On essaie vraiment d'avoir les 4 types de conversions qui sont suivis par la plateforme. Mais également, on est une solution d'attribution-contribution. On verra que ce point est vraiment très important. On y reviendra tout à l'heure, mais on ne peut pas faire de mesure sans attribution et sans contribution. Mais donc, voilà, on a vraiment ce double positionnement, solution d'attribution-contribution et solution de mesure. Dans la globalité Smart Traffic, on a actuellement environ 150 clients retailers. Majoritairement, de toute façon, ce sont des clients ayant des réseaux de magasins. Et donc, on est partenaire de donc CMCIC, de la MMA, de l'IAB, la solution Ocube. Merci Yann. Donc à mon tour, en quelques mots pour vous présenter Axis Consultant. Donc Axis Consultant, c'est un cabinet de conseil en management qui comporte environ 200 consultants et qui accompagne les grandes entreprises dans leur transformation digitale et dans leur transformation data depuis la définition en amont de leur stratégie jusqu'à en aval l'exploitation des données pour optimiser la performance et les parcours clients. Donc, c'est un cabinet qui historiquement a différentes practices, donc une practice achat, une practice finance, une practice accompagnement au changement et à transformation d'entreprise, donc tout ce qui va être formation, qui va être pilotage et accompagnement au changement, et bien sûr une practice data et digital à laquelle j'appartiens.
Et donc, l'idée, c'est effectivement, c'est de pouvoir accompagner nos clients pour qu'ils puissent affronter tous les enjeux en lien avec la data et la transformation digitale, mais également les accompagnants en s'adaptant à leur niveau de maturité. Donc, les propositions et les roadmaps, le pilotage qu'on va proposer va bien entendu s'ajuster au niveau d'avancement sur les différents dossiers qu'auront les clients. Et donc, que ce soit pour définir la gouvernance data en amont, que ce soit pour exploiter les données, pour les mettre à contribution et en retirer toute la valeur possible, que ce soit pour mesurer ou piloter la performance digitale ou que ce soit encore pour mettre en œuvre des POC, on va accompagner nos clients. Et pour les plus avancés, on sera également dans des démarches de passage à l'échelle des expérimentations qu'on aura pu mener. Et alors, on a également deux filiales spécialisées, une Axis Odyssey qui est spécialisée dans tout ce qui va être travel expenses et une qui s'appelle Neosite qui est tout ce qui est spécialisé dans tout ce qui va être intégration SAP. Et en termes d'assets, on en a deux particulièrement. On a un Labia qui nous permet de complémenter notre offre data et d'accroître également la valeur de nos prestations avec une logique de l'IA as a service en fait. Donc voilà, donc dans ce lab, on a surtout des profils data scientists, data engineers en fait qui viennent compléter les dispositifs qu'on peut proposer pour accompagner nos clients. Et on a enfin un dernier asset qui va être la Digital Change Factory qui en fait va avoir vocation à produire des supports un peu plus visuels pour aider notamment la BU ACT, la BU de transformation et d'accompagnement au changement. Donc voilà un peu comment se présente aujourd'hui Axis et le cabinet. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et que du coup on évoque la partie attribution marketing. Donc, ce que vous avez à l'écran là, c'est en fait différents types de modèles d'attribution, sachant que il faut bien voir qu'il y a deux grands types de modèles d'attribution. Aujourd'hui, il y a des modèles en fait qui sont ce qu'on va appeler des modèles basés sur des règles de gestion, des modèles rule-based en anglais, et qui sont généralement facilement paramétrables et qui permettent déjà dans un premier temps d'appréhender le positionnement des leviers. Donc ici, vous avez notamment le modèle linéaire, hein, donc où on va attribuer la même valeur à chacun des points de contact des parcours. Le modèle first click, où on va valoriser plutôt en fait les leviers qui vont déclencher les parcours d'achat, ou le modèle last click traditionnel, et qui est celui sûrement la vue par défaut dans beaucoup d'outils de web analyse, qui est celui où on impute la totalité de la valeur au dernier point de contact des parcours prospects et clients. Donc ça, ce sont les modèles traditionnels et c'est souvent le modèle par défaut qu'on a dans de nombreux outils de web analytics, dont Google Analytics notamment. Le fait est que l'idée, c'est qu'on puisse avoir en fait un ajustement en fonction de ces modèles. Et de longue date, on peut les ajuster manuellement. C'est-à-dire que de longue date, dans Google Analytics par exemple, il y a une fonctionnalité qu'on appelle les entonnoirs multicanaux et qui permet en fait de faire varier l'affichage en fait des performances des campagnes et des sources de trafic selon le modèle, que ce soit un modèle effectivement par exemple qu'on appelle time decay qui va valoriser moins les points de contact les plus éloignés dans le temps, ou des modèles qu'on va appeler plutôt U-shape qui vont être en format U, où on va valoriser plutôt les leviers qui sont à l'initialisation des parcours d'achat et les leviers qui sont à la fin des parcours d'achat et moins les points intermédiaires. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire en fait de façon manuelle avec des règles de gestion métier pour les affiner le cas échéant. Et on a par ailleurs un deuxième type, une deuxième grande typologie en fait de modèle d'attribution qu'on appelle algorithmique. Et alors là, ce qui est intéressant en fait, c'est que on n'est plus du tout sur des notions de parti pris a priori. On est en fait quelque chose qui va être recalculé de façon algorithmique, de façon objective, selon l'impact en fait de chacun des points de contact sur le taux de conversion final. Donc l'idée, c'est que ces modèles, notamment recours à, d'un point de vue data science, à ce qu'on appelle la valeur de Shapley, hein, donc il y a un modèle mathématique qui va permettre de recalculer cette contribution marginale en fin de chacun des points de contact. Et donc généralement, en fait, ces modèles sont basés sur le machine learning hein, et ils attribuent en fait donc le crédit des conversions à la façon dont les utilisateurs rentrent en contact avec les campagnes, avec les marques, avec les médias. Et il permet également du coup d'avoir une vision beaucoup plus ajustée en fait par rapport aux données de votre contribution de chacun des leviers, de chacun des campagnes qui ont été mises en place. Alors certains outils mettent également en place d'un point de vue data science des modèles de Markov en complément des modèles de Shapley. Et l'avantage de ce type de modèle, c'est que souvent en fait ça permet de faire des prédictions qui sont basées sur certains paramètres connus, mais lorsqu'on ne connaît pas l'ensemble des étapes. Donc voilà.
Donc, l'idée, effectivement, c'est que on puisse ajuster le modèle d'un point de vue data science qui soit le plus adapté au business du client. Voilà pour les quelques mots sur la partie modèle d'attribution. Je te propose de mettre en contexte cette démonstration, Yann. Ouais. Alors, même de manière un peu plus globale, hein, finalement, pour un peu faire l'histoire de OCube, hein, on a quand même identifié alors, plusieurs, pas des problématiques, mais plusieurs éléments qui ont fait que une mesure omnicanal nous semblait vraiment essentielle. Là, vous avez 3 exemples de points, on va dire, de faits saillants. Le premier, c'est par exemple, j'ai rendu compte, nous, dans le monde du Web to Store, notre vie d'avant, 100% du chiffre d'affaires de nos clients sont faits en magasin. Pourtant, c'est vrai que finalement, quand on regarde les orientations de son mix marketing, la mesure des achats en magasin ne fait pas partie des KPI qui sont vraiment finalement les plus challengés. Et donc ça a déjà égayé une première volonté, c'est se dire, mais finalement, notre mix marketing que l'on gère au quotidien, notre mix média, on le fait en prenant en compte que 15% des KPI, finalement 15% de son KPI de chiffre d'affaires généré, donc finalement le nerf de la guerre, le ROI. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le second enjeu, c'est que ce qu'on voit de plus en plus, de toute façon, c'est que les dépenses orientées Drive to Store depuis maintenant 3-4 années vont à la hausse et prennent plutôt des évolutions à 2 chiffres. Et par exemple, donc en termes de chiffres, en 2021, c'était 3,3 milliards de dépenses qui étaient orientées sur le Drive to Store. Alors là, on n'est plus uniquement sur la partie mesure du chiffre d'affaires en magasin, mais on est également sur la notion de visite en magasin. Et donc, pareil, c'était, mais finalement, comment est-ce qu'on arrive à mettre en avant, comment est-ce qu'on arrive à proposer des KPI qui prennent en compte ce type d'insight. Et enfin, le dernier point qui nous a vraiment poussé à mettre en place cette solution OCube, et c'est là où on revient aux notions d'attribution-contribution, c'est que le customer journey, le comportement du client, il n'est pas uniquement, et ça on s'en est vraiment rendu compte avec l'utilisation de OCube, c'est pas je reçois une campagne et je viens en magasin, ou je reçois une campagne, je viens en ligne, je fais un achat ou autre, c'est que le comportement consommateur, il est complexe. C'est-à-dire qu'avant de venir en magasin, de faire une action ce qu'on appelle une action de conversion, en fait, il s'est passé beaucoup de choses en amont, ce qu'on appelle notamment le délai d'attribution. Et par exemple, en moyenne, on voit que côté média, donc côté investissement média, on est à minimum 4 points de contact sont nécessaires pour générer une conversion, que ce soit donc une conversion en ligne ou une conversion en magasin. Et c'est ce que va apporter la mesure d'attribution omnicanal, mais surtout la mesure d'attribution et de contribution multitouch. Donc ensuite, donc maintenant pour aller vraiment là pour le coup orienté sur ce que va être la suite du webinar, ce qu'on va vous proposer avec Marc, c'est finalement peut-être d'inverser ce qu'on a l'habitude de faire, mais de commencer par une démonstration et ensuite vous expliquer comment ça fonctionne. Et pour vous poser le cadre de cette démonstration, donc on a essayé d'identifier une sorte de cas client. Alors, on nommera pas de client ou autre, hein, mais c'est des choses que l'on vit au quotidien et que le constate au quotidien. Et donc, pour vous poser le décor, on vous a proposé de faire une démo autour d'un retailer, c'est donc une marque ayant un réseau de magasins qui opère plusieurs types de campagnes. Donc, au niveau des campagnes, on a essayé de regarder non pas les campagnes qui se faisaient le plus, mais celles qui pouvaient avoir peut-être le plus de différences, mais qui pouvaient aussi avoir le plus de relations les unes avec les autres. Et donc, pour ça, on a regardé d'un côté des displays, ce qu'on appelle le display in-app. Ce sont beaucoup de médias qui sont utilisés dans la génération de donc, c'est vraiment des interstitiels, des bannières qui vont être affichées directement dans vos applications mobiles, type l'équipe ou autre. Des campagnes Facebook. Donc là, on est plus côté Wallet Garden avec les réseaux sociaux. Et côté programmatique avec soit de la vidéo, soit du display, mais acheté de manière programmatique. Donc ça, c'est vraiment le premier cadre de départ, c'est qui. Ensuite, c'est qu'est-ce que l'on va regarder. Donc,
faut voir que la majorité du business de cette marque ayant un réseau de magasins se passe en magasin. On revient sur les 85% d'investissement du chiffre d'affaires se fait en magasin. Mais à l'heure actuelle, finalement, elle pilote son mix marketing uniquement sur les KPI qui lui sont simples à avoir, qui sont presque majoritairement des KPI online, malgré le fait qu'elle fait vraiment des investissements qui sont éditoriaux, promotionnels, mais également de performance, donc d'achat au lead. Et enfin, sur ce cas, on va découvrir que finalement, et c'est un peu l'objet de toute la démo, ces investissements ne sont peut-être pas les plus adaptés par rapport aux KPI réels que peuvent générer son mix média. On parle là bien sûr de la partie chiffre d'affaires en magasin, visite en magasin, mais potentiellement aussi chiffre d'affaires online et visite online. Donc la démo va vraiment être orientée autour de qu'est-ce que va pouvoir m'apporter une mesure multitouch grâce à un modèle d'attribution et un modèle basé sur du cross-device. Donc, avec cette notion de Graph ID, on en reparlera beaucoup par la suite dans le webinar. Et en fait, on verra que ces assets-là risquent vraiment de rabattre l'orientation que ce retailer aurait pu prendre sur son mix marketing. Et donc là, je laisse à Marc la main sur justement la démo. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc voilà, donc ici on arrive en fait sur une vue de cohorte. Donc déjà peut-être ce qui est important, c'est d'introduire un peu cette notion de cohorte et d'expliciter comment ça fonctionne. Donc une cohorte en fait, généralement on commence pour pouvoir la définir par définir la conversion finale. Et ici ce que vous avez, c'est la conversion finale, ça va être la visite en point de vente, donc qui va venir clôturer la cohorte. Et une fois qu'on a défini cette conversion finale, ce qui se passe, c'est que on va remonter le temps pour reconstituer tout le parcours utilisateur via la réconciliation de l'ensemble des points de contact auxquels il aura été exposé. Donc, typiquement, comme le disait Yann, que ce soit du Facebook, que ce soit des campagnes display in-app, que ce soit des campagnes éditoriales, on va recouper tous ces points de contact. Et donc, ces points de contact, ça peut être aussi bien des campagnes médias, mais ça peut être également des micro-conversions qui vont être disposées au niveau de l'écosystème digital propriétaire de l'entreprise. Par exemple, ça peut être un téléchargement de brochure, ça peut être un ajout au panier, ça peut être ce genre de choses en fait qu'on va avoir dans les parcours d'étapes. Et tout ça, en fait, on peut les réconcilier au sein d'un parcours de cohorte. Et donc, ce qui constitue une cohorte, c'est l'ensemble des parcours similaires, donc d'individus qui ont les mêmes points de contact, en fait, qui va en fait agréger une seule cohorte. Donc tous ceux qui ont eu l'ensemble en fait des parcours identiques, on va dire, avec les mêmes typologies de leviers et de points de contact, en fait vont être regroupés au sein d'une cohorte. Donc vont être agrégés, donc anonymisés aussi de ce point de vue-là, et donc compliant d'un point de vue RGPD. Et alors la granularité de ces cohortes, on peut la suivre à deux niveaux. On peut la suivre aussi bien au niveau des leviers, donc le niveau le plus macro, qu'au niveau en fait le plus micro au niveau des campagnes. Et donc ici, ce que je vous montre, en fait, c'est une vision en fait qu'on aurait si on n'avait pas le Graph ID, c'est-à-dire si on n'avait pas la réconciliation cross-device dont parlait Yann juste auparavant. Donc ici, en fait, vous avez des points de contact, du coup, qui vont aboutir en visite en magasin, mais sur lesquels on ne visualise pas l'enchaînement, en fait, parce qu'ils apparaissent en fait en silo, ils apparaissent en fait séparés, et donc ils sont détachés de la vision réelle. Et du coup, si on passe maintenant à une vision en fait avec Graph ID, donc avec la réconciliation de l'ensemble des parcours clients et des données clients, on aura en fait ce type de vision. En fait. Et on voit qu'en fait ici, on a un enchaînement de différents points de contact. En fait. Donc, tout l'intérêt d'une solution telle que Ocube, c'est de pouvoir en fait mettre à contribution ce qu'on appelle le Graph ID, et Yann rentrera dans le détail après dans ce webinaire, pour faire en sorte de réconcilier en fait les individus tout au long de leur parcours d'achat et de tout au long des différents leviers et canaux auxquels il aura été exposé, y compris entre différents devices, y compris s'il y a des ruptures de canal entre du online et du offline. Puisque ici, on voit bien qu'on est sur de la visite en point de vente et en magasin. Donc voilà, donc ici, typiquement, ce dont on s'aperçoit, c'est que généralement, on va avoir des phénomènes de rebond. C'est-à-dire que ce dont on s'aperçoit, c'est que généralement, les médias en fait, s'enchaînent et rebondissent les uns et les autres. Et on va surtout pouvoir visualiser la cohérence dans le cheminement du consommateur et du prospect. Donc, si on prend cet exemple typiquement
ici, on voit que on a, vous avez à gauche en fait le levier qui a initialisé le parcours et sur la droite en fait le levier N+1 en fait qui vont être là. Donc si on prend par exemple ici, on a donc 24 visites personnes qui s'originent en fait dans du display web et mobile et qui sont passées en partie donc du côté Facebook, Instagram et en partie vers du display in-app. Et il y en a certains qui ont recouru aux 3 leviers qui ont été déployés par cet annonceur, à la fois la partie display mobile, la partie univers méta Facebook, Instagram, et ensuite la partie display in-app qu'on va avoir ici. Et donc ça, ce qui est important, c'est que aussi, il faut bien penser que il ne faut pas oublier de mesurer certains types de leviers. Parce que souvent, on oublie par exemple de mesurer des campagnes soit de marketing direct, par exemple du SMS, ou des campagnes en fait qu'on appelle DOH, de Digital Out of Home, en fait, et qui sont parfois assez compliquées à mesurer, mais qui méritent d'être intégrées en fait dans la customer journey, dans les parcours prospects jusqu'à la conversion. Et ça, ce qui est intéressant également avec la solution Cube, c'est qu'on sera en capacité, par exemple, de avoir également ce typologie de leviers qui peuvent être mesurés en fait dans le parcours en achat. Donc voilà un peu le fonctionnement de la cohorte. Et une fois qu'on a fait ça, après, on peut avoir effectivement la vision de chacun de ces leviers, de chacune des campagnes qu'on va avoir. Donc typiquement ici, quand je suis sur cette vision-là, je peux descendre si je veux en fait au niveau inversé. Donc je peux réinverser ma cohorte et me dire ben voilà, je veux voir quels ont été les leviers qui ont finalisé ma cohorte. Et donc je vais par exemple ici avoir tout ce qui va être Facebook, Instagram et Display Ads. Donc j'ai inversé le sens. Mais je peux également, si je le souhaite, descendre, comme je vous le disais, à la granularité des campagnes. Donc, j'étais au niveau des leviers, des macrodonnées, et je peux descendre après au niveau campagne si j'ai besoin dans le cadre. Je passe au niveau levier. Donc, ici, ce que vous avez, ce serait la vision, pareil, pour faire le pendant entre ce que vous avez affiché ici, une vision, en fait, détachée d'une réconciliation par le Graph ID. Donc, ce dont on va s'apercevoir ici, c'est que on a sans le Graph ID des campagnes de Drive to Store et de Display in-app qui vont être uniquement sur de la visite en magasin, et également des campagnes Facebook que vous voyez ici qui vont être également uniquement sur la visite en magasin. Et on ne va pas détecter en fait la partie liée au trafic en ligne. Et donc pareil ici, je peux également jongler entre une vision par levier et une vision par campagne. Donc si je descends au niveau des campagnes, vous voyez, là si je prends toutes les campagnes qui ont été labellisées en DTS, en Drive to Store, on voit l'impact qu'elles peuvent avoir au niveau des visites de magasin, mais on n'a pas l'impact global en fait sur l'ensemble du parcours et on ne peut pas l'adresser. Donc ça, c'est une vision en fait qui est tronquée, qui est erronée, comme celle que je vous ai montrée au niveau de la cohorte juste avant. Et si on passe sur une vision avec Graph ID, une vision réconciliée avec Graph ID, la vision est tout autre en fait. On s'aperçoit qu'en réalité, le display in-app, la partie Facebook, génère effectivement du trafic en ligne et génère en fait effectivement des parcours beaucoup plus homogènes et cohérents, on va dire, au niveau de cette mesure. Et de la même manière, donc du coup, on va avoir la vision par le biais que vous avez ici. Et si je descends au niveau par campagne, on va s'apercevoir que les mêmes campagnes Drive to Store que je vous montrais à l'instant, en fait, en réalité, vont générer du trafic en ligne et on va pouvoir associer à ce trafic en ligne d'ailleurs un coût de la visite en ligne et de la visite en magasin. Et donc, on peut très facilement, avec cette solution, faire en sorte de naviguer entre ces niveaux macro et granulaires, en fait, entre niveau campagne et niveau levier pour visualiser ces impacts. Ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que du coup, dès lors qu'on passe sur un système cross-device, alors que là, on a été plutôt que sur du tracking d'achat en ligne, on va pouvoir en fait traquer également les achats en magasin. Et donc, pour avoir une remontée en fait également de la valeur offline, donc effectivement la valeur dont parlait Yann tout à l'heure, des parcours quand ils se terminent en fait en achat en magasin. Donc, on va pouvoir remonter en fait ce type de données sur la solution. Et donc, du coup, on pourra avoir après l'ensemble des KPI de ROI associés à chacun en fait de ces parcours. Donc, on aura le coût par la visite en magasin, mais également, si on souhaite, le coût de la visite en ligne ou le coût de l'achat en ligne. Je peux tout à fait ici choisir les KPI et aller chercher, par exemple, le coût par achat en ligne et le rapprocher en fait de mes investissements médias sur chacun des canaux. Donc voilà, donc ça, on peut tout à fait le faire. Enfin, ce qui est important également d'observer, c'est que
la solution va nous permettre de jongler entre les différents modes de pondération et d'algorithmes que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, on peut être à la fois sur un mode first touch, last touch ou algorithmique, donc pondéré en fait via un algorithme notamment de Shapley ici. Donc, ici, par exemple, ce que vous voyez, en fait, on est en last touch. Mais si je reprends cette même vision en fait et que je me mets en fait en mode algorithmique, hein, donc ici en mode algorithmique ici, on va bien s'apercevoir qu'en fait la façon dont les canaux vont être revalorisés n'est plus du tout la même. Typiquement, si je prends le display in-app en last touch, la partie visite en magasin était beaucoup moins pondérée parce qu'on sait que tout ce qui va être lié à l'univers Facebook, Instagram va être plutôt en aval des parcours d'achat, en aval des parcours consommateurs, des consommateurs de journée, donc va être plus valorisé en fait dans un parcours last touch. Mais si on se met en mode algorithmique, donc pondéré avec notamment la notion de la valeur de Shapley, on s'aperçoit qu'en fait le display in-app est beaucoup plus revalorisé et en fait a beaucoup plus contribué au trafic en magasin qu'il n'en est en réalité si on gardait exclusivement que la vision lastique. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important et sur lequel on peut jongler et naviguer. Et ça sera la même chose, en fait, si on se met effectivement au niveau campagne, et qu'on va essayer d'avoir ce niveau-là. Et donc, on va pouvoir s'apercevoir qu'effectivement, ici, on avait les campagnes Facebook, Instagram qui représentaient la majorité du trafic en magasin, en point de vente, alors que si je passe en modèle algorithmique, en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus redistribué et que les campagnes Drive to Store liées au display in-app ont également largement contribué à ce trafic en point de vente. Donc voilà un peu la façon dont ça fonctionne et où on peut naviguer entre les différents modèles pour pouvoir revaloriser les points de contact et pour avoir une vision qui soit le plus juste et la plus proche du réel possible. Alors ce qui est intéressant également sur ce type de solution, c'est que, et j'en parlerai après dans l'explication, c'est qu'on peut également injecter toute une nomenclature, toute une labellisation des campagnes pour qu'elles soient propres au métier. Et donc typiquement ici, on va pouvoir avoir un découpage qui va s'effectuer par exemple par typologie de champs personnalisés. Donc on va retrouver en fait par agence, hein, par exemple. Donc on va retrouver un découpage selon les types d'agences qui ont été sollicitées, donc une agence locale, une agence nationale par exemple, et on va retrouver ce même découpage en mode algorithmique, mais ça pourrait être également les régies par lesquelles vous avez eu recours. Donc vous pouvez également injecter ce type d'informations. Donc on aura la régie plutôt Drive to Store, la régie plutôt le Walled Garden Facebook ou la régie nationale, et on retrouvera en fait ce découpage-là. Et on pourrait tout à fait imaginer qu'on ait des découpages beaucoup plus granulaires liés en fait à la logique métier du client. Donc par exemple, ça peut être un découpage en grande famille de produits ou en sous-famille de produits, le cas échéant. Ici, on va avoir également, par exemple, un découpage par format, parce que c'est intéressant, par exemple, de voir en fait de quelle manière une annonce traditionnelle va avoir un impact versus en fait un modèle, un pavé, un mid-page unit, donc une bannière un peu en forme de carré au centre des pages, ou un habillage, ou un interstitiel en fait dans le cas échéant, et on pourra comparer les performances selon la typologie de format publicitaire qu'on aura déployé. Donc voilà un peu l'ensemble des informations que on voulait vous montrer en fait avec cette solution. Et ce que on voulait vous montrer également, c'est que on peut très facilement naviguer entre ces différents points de contact et entre ces différents modes de pondération entre les leviers et les canaux. Si je reviens à la partie levier, la dernière chose aussi que je voulais vous montrer, c'est que en fait, la façon dont le coût est revalorisé n'est plus le même en fait en termes de profit. On voit qu'effectivement, tous les KPI de ROI s'ajustent dynamiquement en fonction de la vue sur laquelle on se situe. Donc voilà un peu pour la démonstration qu'on voulait vous faire dessus. Et après, l'idée, c'est plus de rentrer dans le détail de comment ça fonctionne et comment on parvient à remonter sur ces choses. Donc, je vais reprendre la main sur la solution et sur le partage de notre présentation. Hop là. Bah, à toi la parole, Yann. Yes. Donc, suite à la démo, maintenant l'idée c'est de vous expliquer un peu comment tout ça s'imbrique pour pouvoir fournir ces KPI. Et donc, vous avez le schéma en dessous qui est une sorte d'entonnoir qui explique un peu toutes les étapes
de la donnée, de sa captation jusqu'à sa représentation. Donc, sur la partie de gauche, un des plus gros enjeux, finalement, c'est de récupérer ce qu'on appelle tous les points de contact, donc les touch points. Pour ça, il faut mettre en place des solutions de tracking, comme on pourrait l'avoir sur Google Analytics. Alors, pour le coup, là, ce sont des solutions vraiment maison, qui ont été développées, on les appelle audience. Et ce sont des technologies de tracking qui vont être compatibles avec la plupart des médias marketing. Je pense qu'à l'heure actuelle, on doit couvrir à peu près 80% des médias marketing possibles. Il y en a certains qui nous sont un peu indisponibles, comme par exemple, on pourrait citer la radio au sein de la voiture. Celle-là, on n'arrive pas à la mesurer. Mais vous voyez, dans la liste, on part du SEO, du SIA, on va jusqu'aux réseaux sociaux, notamment, on en a parlé avec Facebook. On peut même aller sur des médias non digitaux, comme le prospectus. On ne va pas utiliser des tracking digitaux pour le faire, mais on va plutôt utiliser les comportements des personnes que l'on mesure. On peut faire de l'OH, comme indiqué tout à l'heure Marc. Donc voilà, vraiment là, c'est comment est-ce que finalement j'arrive à capter 100% des points de contact de mes annonceurs. Ça, c'est vraiment la première étape qui est clé, parce que sinon, si on n'arrive pas à capter tous ces points de contact, on n'arrive pas à avoir un positionnement et une approche qui est omnicanal. La deuxième étape, donc c'est ce que vous avez dans la deuxième colonne, qu'on appelle collecter. Là, pour le coup, on sera plutôt, alors toujours dans une stratégie de collecte des différents points de contact, mais plutôt au sein de l'écosystème du retailer, du client, avec deux grandes parties. La collecte au sein de son site web. Donc là, ça va être majoritairement via des solutions de tracking qui sont également, donc c'est également celle d'audience, où on va capter les données de navigation, les données de formulaire, pour également donc avoir les points de contact côté retailer, et là c'est un petit peu plus compliqué, également côté point de vente, donc magasin, et là on va utiliser donc de l'IoT cette fois, donc c'est vraiment des petits objets connectés qu'on appelle donc la Smart Box, qu'on va mettre dans les magasins, qui vont permettre justement d'avoir cette remontée de données comme on pourrait l'avoir sur le site internet dans la partie média à gauche, mais cette fois sur le magasin. On va également utiliser de la donnée GPS, et enfin on va terminer tout ça avec de la donnée de ticket de caisse, donc de la donnée vraiment remontée depuis les caisses avec de la donnée personnelle. Donc maintenant qu'on a vraiment autant côté médias achetés, donc la partie gauche, la partie collectée avec la collecte des données au sein de l'écosystème du retailer, on va mettre tout ça dans un Graph ID, donc c'est la partie réconciliation. J'y reviendrai plus tard sur la notion de Graph ID, il y a vraiment une slide dédiée parce que ça mérite vraiment qu'on y passe un peu de temps, parce que finalement, en dehors du sujet de captation de données, c'est vraiment la partie réconciliation des données les unes avec les autres qui est la seconde étape la plus importante de tout ce process finalement de création de données. Donc voilà, au sein de ce Graph ID, on va y mettre toutes les données qu'on a pu collecter, on va essayer de les réconcilier entre elles pour finalement identifier des individus cross-device, donc des individus ayant plusieurs types de devices et ayant fait plusieurs comportements différents, digitaux et non digitaux, médias et on-site. Et après, on va mettre tout ça dans une data vis, donc la partie analyser, optimiser. Et donc là, c'est ce qu'on vous a présenté avec la solution de mesure et d'attribution-contribution. Et donc, comme je le disais, pour faire vraiment un focus cette fois sur la partie Graph ID, voilà un peu comment après avoir récupéré la totalité des données, il faut savoir qu'on fait cette opération, donc on pourrait vraiment le schématiser sur faire du cross-device, c'est-à-dire qu'on va récupérer plein de signaux à côté des comportements des différents touchpoints, donc digitaux, et on va les faire rentrer dans un Graph ID, c'est une sorte de très grosse base de données, on appelle ça une méga base de données, pour appliquer dessus des modèles mathématiques de réconciliation. Tout à l'heure, on a parlé des modèles mathématiques autour de l'attribution. Et on a le même type de modèle mathématique, mais cette fois, non pas pour différencier finalement les différents médias les uns avec les autres et les pondérer, mais plutôt pour réconcilier les signaux qui nous semblent les mêmes et qui nous semblent similaires. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire finalement cette action de j'ai eu un touchpoint digital et j'ai pu mesurer un comportement en magasin. Donc vous avez une liste par exemple de quelques informations qu'on a au sein du Graph ID. Donc là c'est essentiellement sur la France, 26 millions de SMS, 35 millions d'emails, 20 millions de device ID, 400 millions de données first, cookie first.
Mais il faut savoir que le Graph ID n'est pas constitué que de ça. Il y a énormément de données de localisation, des données de côté serveur. Et c'est tous ces éléments-là, quand ils sont agrégés ensemble et reconstitués via les modèles mathématiques, qu'on arrive finalement à faire et à fournir le service de mesure omnicanal que l'on propose dans OQ. Merci Yann. Et du coup, maintenant, ce qu'on souhaitait présenter également, c'est un peu les éléments de cadrage, parce que c'est bien d'avoir une solution, etc. Mais après, c'est également important de savoir à quoi il faut penser quand on veut la mettre en place dans une structure et des éléments un peu incontournables et prérequis. Donc la première chose, effectivement, c'est que déjà, on a une notion de coût. Le coût de la licence de solution. Hein, donc, il y a des coûts variables hein, qui sont basés sur une audience de VU ou une volumétrie mensuelle d'impression qu'on va traquer en fait pour le display par exemple. Il y a parfois des suppléments à prévoir également si on traque également la TV via box ou la TV connectée ou le OH. Et il y a également après tout ce qui va être les charges de consulting, le cabinet Axis, le suivi de projet, etc. Et il ne faut pas sous-estimer souvent la charge de coordination et de gouvernance projet, notamment dans des grosses structures, a fortiori, parce que sur ce type de structures qui ne sont pas toujours matures, sur les usages digitales, ça peut prendre longtemps, et notamment pour toute la partie juridique également, à valider avec les DPO en interne ou la partie conformité avec les RGPD, qui peuvent prendre du temps. Et enfin, bien évidemment, il y a tout ce qui va être les coûts de développement, le cas échéant, quand on a des fonctionnalités spécifiques à déployer, des reportings spécifiques à faire ou des objectifs spécifiques à monitorer ou suivre au sein de la solution. Donc ça, c'est toute la partie effectivement budget déjà à faire. Ensuite, il y a toute la partie périmètre et planning à mettre en place. Donc là, déjà, c'est de déterminer en amont les campagnes et les partenaires qu'on pourra traquer et également ceux qui sont pertinents pour l'analyse. Donc, certains canaux ne seront probablement peut-être pas traquables car il y a certaines régies qui sont encore frileuses parfois à laisser entrer des tags de mesures tiers, un peu de la même manière que parfois certaines sont frileuses d'implémenter des mesures de la visibilité comme IAS dans certains partenariats d'achat en gré à gré. Donc voilà, donc l'idée là, c'est qu'il faut absolument avoir un mode opératoire, quelque chose d'industriel pour sécuriser le tracking dans la durée et son implémentation pour avoir la meilleure représentativité possible en fait des campagnes traquées et des opérations et campagnes qui auront été traquées. Et ensuite, il y a une phase de paramétrage de la solution. Donc, typiquement, là, ça va être le choix de la fenêtre d'attribution, par exemple. Donc, combien de temps on va considérer pour prendre en compte une conversion postérieurement, en fait, à un événement, en fait, d'exposition aux médias. Donc, ça peut être une fenêtre d'attribution à 15 jours, à 30 jours, ou quand c'est des achats plus engageants, peut-être on peut allonger également la durée d'exposition. Ça va être également d'ajustement par rapport au KPI métier. Est-ce que vous êtes plutôt sur une démarche B2B, B2C, plutôt dans une démarche de lead management ou versus une démarche plutôt de génération directement d'achat en ligne? Donc ça aussi, c'est en fonction des KPI et des objectifs qu'on va paramétrer la solution. Enfin, il y a un dernier point qui est la partie données réconciliées. Donc, Yann vient d'en parler, notamment avec le Graph ID. Mais il est nécessaire, effectivement, de se dire quelles vont être les macro-conversions qu'on veut, en fait, suivre dans la solution. Donc, comme je le disais, ça peut être un achat en ligne, un achat en magasin, la génération d'un lead qualifié, la génération d'une visite en point de vente, ce genre de choses. Donc, ça, on va les définir et ça va nous permettre de reconstituer, de remonter le temps, en fait, par rapport à ces macro-conversions au niveau des cohortes. Donc, ça, c'est également quelque chose qu'il faut définir. Bien sûr, il faut identifier tous les systèmes sources qui vont nous permettre de synchroniser en fait ces macro-conversions. Donc, ça peut être effectivement une application métier liée au lead qualifié, un système en fait de caisse sur lequel il faudra remonter via les cartes de fidélité les achats en magasin, etc., etc. Donc voilà, donc en fait là-dessus sur lequel il y aura également de la donnée à réconcilier. Et enfin, il faudra également définir ce qu'on appelle les micro-conversions, les triggers en fait, qui vont baliser le parcours et qui nous paraissent importants de suivre également au niveau des cohortes. Donc, typiquement, par exemple, les ajouts au panier, les téléchargements de brochures, tout ce genre de choses. Donc, voilà un peu pour tous les éléments de cadrage qu'il faut ne pas oublier. Dernier point très important, et je l'ai un peu illustré tout à l'heure avec la démonstration, c'est toute la partie, en fait, liée à la labellisation des campagnes. Généralement, ce que vous avez sur des tunnels de conversion, sur le déploiement des campagnes traditionnelles par les agences médias, ce sont des campagnes qui visent différents types d'objectifs. Des objectifs plutôt de haut de funnel avec de la notoriété, de la visibilité, ou de mid funnel avec de la génération de trafic, par exemple en point de vente en ligne, ou de bas de funnel avec de l'achat en ligne, en magasin, ou de la collecte de leads qualifiés. Donc, et à chacune de ces types d'objectifs, on va avoir en fait une position théorique de la campagne, un positionnement théorique en fait de la campagne.
Mais ce qui est hyper important, c'est que pour pouvoir en fait faire en sorte que ce soit éclairant en termes d'enseignement sur la solution, c'est que de faire correspondre en fait ces référentiels, sur le référentiel des campagnes, au référentiel métier et agence, afin que chacun parle le même langage et qu'on puisse en fait avoir une analyse qui soit ventilée et qui soit granulaire dans le bon sens. Donc, comme je disais, ça peut être une analyse par rapport au niveau des agences, comme je l'ai montré sur la démonstration, entre agence locale et agence nationale, mais ça peut être une analyse qui est liée aux sous-catégories ou aux catégories de produits, donc depuis les grandes familles de produits jusqu'aux sous-familles de produits. Ça peut être une analyse également qui va porter aux différents formats qui vont être déployés, comme je l'ai montré tout à l'heure. Ça peut être encore une analyse également liée, par exemple, à la temporalité des campagnes. On sait que certaines marques vont plutôt être en fil rouge avec des campagnes qui vont être plutôt always on toute l'année, et puis des marques qui vont avoir plutôt des campagnes qui vont être plutôt sur un temps fort, sur un marronnier, typiquement des soldes ou des Black Friday ou ce genre de choses. Et donc là, typiquement, qu'on soit en capacité, par exemple, de labelliser en fait le type d'opération qui a été mise en œuvre pour pouvoir bien analyser après les retours de performance au niveau de ça. Et donc ce travail est essentiel dans l'analyse et dans le fait que chacun puisse parler la même langue et puisse bien reconnaître, en fait, retrouver ces éléments, que ce soit des éléments métiers ou des éléments liés aux agences. Donc ça, c'est la partie importante. Donc voilà pour ça. On voulait finir également par un cas client. Je te propose, Yann, de l'évoquer rapidement. Oui, tout à fait. Donc là, c'était pour terminer sur un cas d'application. Donc c'est notre client Skoda. On a lancé il y a maintenant un peu plus d'un an un projet de mesure omnicanal avec notamment un vrai versant attribution. Et l'objectif de départ, c'était finalement comment est-ce que j'arrive à mieux dépenser, mieux répartir mes investissements et surtout gagner en coût d'acquisition. Et donc, pour des résultats qui ont été vraiment concluants, parce qu'on est arrivé après 6 mois d'utilisation de la solution à faire une baisse du coût d'acquisition de 18%. Alors, ça s'est matérialisé vraiment sur deux grands aspects. Hein. C'est ça a été de finalement réallouer les budgets en fonction des médias qui ont généré le plus de trafic. Donc là, ça a été plutôt une réallocation des budgets sur son mix média entre le SMS, l'email, l'OH, Google Ads et l'INAP. Et le second, ça a été plutôt d'identifier le mix marketing le plus efficace. Donc finalement, un peu comme ce qu'on a vu depuis le début sur les stratégies d'attribution, quel était mon média plutôt first touch, le last touch, celui qui vaut mieux mettre en milieu de cohorte. Et avec cet objectif de faire baisser le coût d'acquisition et avec ces deux mécaniques, donc la réallocation du budget et finalement le cheminement le plus efficace des médias pour aller vers une conversion, on a atteint justement cette baisse de 18% du coût d'acquisition qui s'est traduit par donc une augmentation du nombre de conversions, hein, mais pas uniquement. Ça a été également une meilleure utilisation des dépenses marketing sur les médias les plus efficaces. Merci Yann. Voilà. Donc, cette présentation est désormais terminée. Nous vous remercions pour votre attention. C'est l'occasion de répondre peut-être à quelques questions s'il y en a. Je vais regarder dans le chat s'il y en a quelques-unes ou pas. Et a priori, là, il n'y a pas de questions. On va laisser peut-être 10-20 secondes si quelqu'un souhaite en poser. A priori, c'est que nous avons été suffisamment clairs puisqu'il n'y a pas de questions sur le chat. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et donc à vous renvoyer sur nos sites respectifs, Axis Consultant ou Ocube, pour avoir des éléments d'information complémentaires sur le cas échéant si vous êtes intéressé par la mise en œuvre d'une solution d'attribution et sur son fonctionnement et sur son ajustement par rapport à vos spécificités métiers. Merci à tous et à bientôt, on l'espère. Merci beaucoup.